Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio. Vous entendez la reprise en fond de Supernature. On écoute 2 secondes quand même. Le titre culte de Céron, repris avec Redcar pour la cérémonie d'ouverture, de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui a résonné à travers le monde. C'est bien la légende de la musique électro, Marc Céron, qui est en studio avec nous ce soir. Marc, vous avez marqué notre histoire musicale depuis les années 70. Vous connaissez un renouveau fulgurant qui domine littéralement les recherches Shazam et voit votre audience exploser sur les plateformes de streaming. J'ai envie de dire bravo, c'est excellent. Bienvenue sur Sud Radio, Marc Céron. Bonsoir, merci de me recevoir. Bonsoir, avec plaisir. C'est un véritable visionnaire qui a su transformer la vente automobile avec son concept innovant d'agence dédiée. Yoni Dayan, vous êtes fondateur, PDG de Simplicicar. Vous avez su développer votre entreprise avec succès, avec un réseau de franchises automobiles qui s'étend aujourd'hui à plus de 90 agences en France, à La Réunion. Yoni, vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous développez aussi votre propre voiture, la Simplici, on va en parler. Et puis Yoni Dayan, vous allez nous raconter ça. Évidemment, c'est excellent. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Judith et bonjour Marc. Et bonjour à tous les deux. Bienvenue à toutes et tous. C'est excellent. C'est parti. Allez, on se remet un peu de Supernature avec Redcar en fond, un peu plus fort cette fois-ci, s'il vous plaît, Anthony. Voilà, quand même. Hein, c'est mieux, Marc. Elle a raison, elle a raison. Hein, ça s'écoute fort, quand même. Ça s'écoute bien, pour bien le ressentir, quoi. Parce que là, il y a de l'orgue. N'aie pas peur, Anthony. Il veut pas mettre fort. Allez, c'est le titre Supernature de Marc Céron avec Redcar. Pour la fin de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était le 26 juillet dernier, Marc. Alors, ce soir-là, la Tour Eiffel s'est mise à scintiller de mille feux. Alors, pour remettre un petit peu les choses en ordre, sans vous offenser, le 26 juillet, c'était l'ouverture. L'ouverture, pardonnez-moi. En fait, vous avez fait l'ouverture et la fermeture, et effectivement. La fermeture, c'était en septembre, oui. Et c'était pour la fermeture des Paralympiques, tout à fait. Et c'est Redcar qui a bien voulu me prêter sa voix et m'accompagner. Voilà. Alors, on va revenir symphonique dirigé par Victor Lemaine. Voilà. Et la garde républicaine aussi, si je ne m'abuse. Oui, ça, c'était au début. Juste avant. Voilà. Alors, justement, le 26 juillet, on va revenir à l'ouverture. La Tour Eiffel, elle s'est mise à scintiller de 1000 feux. Il y avait des lasers sur tout Paris. Un gros moment de joie qu'on a tous partagé. Une espèce de cohésion populaire que vous avez accompagné musicalement, quoi. Comme vous faites ça depuis toujours, en fait. Ça a été un bon cadeau quand on me l'a annoncé au début de l'année. J'étais déjà surpris, mais une fois que je l'ai vu sur place et que je me suis rendu compte que vraiment la Tour Eiffel dansait. Ouais, c'était vraiment ça. Je peux pas vous expliquer ce que ça fait. Comme sensation. J'ai eu beaucoup de prix, j'ai eu beaucoup de récompenses dans ma vie, mais je crois que celle-ci restera la plus belle. Parce que tout d'un coup, il y a une espèce de... pour moi, c'est la France, c'est-à-dire ils étaient nombreux à choisir, c'est de l'Élysée, de l'Élysée à Victor Lemaine, à Thomas Joly et toutes les équipes, c'était une grosse équipe, et Victor Lemaine m'avait dit à l'unanimité, on va faire la fermeture avec ça. Donc c'était... Waouh! Parce qu'en plus, ce sont des musiques qu'on connaît par cœur, qui nous font danser depuis toujours et ils nous font toujours le même effet, quoi. Ça provoque un enthousiasme, une envie de se lever, une envie de faire la fête, une envie d'être heureux ensemble. C'est un peu ça que vous avez envie de faire passer comme message aussi. C'est toujours ce que je me suis toujours bien mis en face et pas suivi les modes, c'est de faire de la musique pour accompagner les gens quand ils ont envie de danser, quoi. C'est presque de la musique de film. Et quand je compose ou je produis, j'ai vraiment des gens devant moi qui dansent, quoi. C'est ça. C'est ça que j'aime faire. Et alors vous... Et faire danser la Tour Eiffel, alors là, vous imaginez. C'est le pompon. Alors vous êtes comme toujours à la commande à votre batterie, c'est votre instrument de prédilection. J'ai envie de dire que c'est la colonne vertébrale, quoi. Ça commence par le rythme. C'est mon meilleur copain depuis très longtemps. J'ai passé tellement de temps à jouer, à me défouler, à trouver des idées, des concepts. Et vous trouvez les mélodies en partant par la batterie, du coup? Non, j'installe un climat avec la batterie. Ouais. Puis après, je me mets au clavier. D'accord. Et je commence à mettre des harmonies. Et évidemment, ma façon de jouer à la batterie me donne très très vite le gimmick de basse que je vais mettre dessus. Puis après, je construis.
mes arrangements, et voilà. Et alors pour cette ouverture, pour la petite histoire, c'était une surprise pour vous, hein, pour ces JO. Vous étiez en train de préparer d'ailleurs une tournée avec un orchestre symphonique. Vous pensiez pas que ça serait choisi, du coup, vous l'avez dit, Supernature, mais c'était un peu la suite logique en fait. Alors c'est-à-dire que l'année dernière, en début 2023, la ville de Nice a contacté mon manager pour me demander si j'étais prêt à me prêter au jeu. Décidément, je vais tousser. Allez-y. C'est pas grave. C'est les rhumes du mois d'octobre. C'est les rhumes de l'automne. Et donc, ils ont un concept qui s'appelle C'est pas classique. Et ils nous ont expliqué qu'ils avaient fait Bowie, Prince, Gainsbourg. Ils lui ont même dit, au moins Céron, il est encore vivant, donc on va peut-être le faire. Ok, d'accord. Et je me suis prêté au jeu, donc j'ai dit oui, évidemment. C'était un merci, c'est un éloge. Et donc j'ai pris un chef d'orchestre américain. J'ai voulu respecter tous mes enregistrements, car depuis le début, j'ai toujours beaucoup de cuivre, beaucoup de cordes. Même quand vous avez ma petite toux. Oui, j'ai vu votre entendez petite mon toux. petit cucu. Et donc ce concert est arrivé au Nikaya à Nice. Et j'avais très peur parce que c'est mélanger de l'électro avec du symphonique, comment ça allait être reçu, comment ça allait sonner. Visiblement très très bien, parce que c'était un beau succès. Et c'est grâce à ça, quand Victor Lemaine a écouté, il m'a dit, mais je crois pas, j'ai une idée, je peux rien te dire, mais je crois que tu vas être très heureux dans un peu de temps. Waouh. Et ça a mis des mois, donc après, déjà il m'a annoncé qu'il prenait Give Me Love, car j'ai eu 2 titres. Oui. En fait, j'ai eu 2 titres et j'ai fait l'ouverture et la fermeture. Mais et donc, il me parlait de Give Me Love. Et quand il m'a annoncé que ça allait faire Supernature là, sur plus de 9 minutes, toute la longueur, fallait le voir pour y croire. Parce que ça veut pas dire que je le croyais pas. Mais c'est un peu un rêve d'enfant qui va descendre de l'étage, vous savez, le 25 décembre, et qui va voir au sapin de Noël les cadeaux qu'il a. Voilà, c'est un peu comme j'ai vécu. Alors, Anthony m'a précédé, hein, je voulais vous faire écouter Give Me Love en version 1976 et puis Supernature en version 1978 juste après. C'est parti, on écoute. Remets Give Me Love. Voilà. Alors ça c'est vraiment vos 2 morceaux iconiques, hein. On a écouté les 2 versions là, les premières versions, celle de 1978 pour Supernature et Give Me Love c'est 1976. Alors je vous cite pour Supernature, c'est 10 minutes de plaisir réalisés en une après-midi qui perdure 50 ans après, quoi. Hein, c'est ça? Oui, j'ai la chance d'en avoir un peu plus de titres. On a une vingtaine, ce que je fais en symphonique. Je suis musique, You Are The One, Love in C Minor. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que je suis arrivé d'ailleurs au départ dans le show business, c'était quelqu'un qui était presque pas fréquentable. La nuit, le sexe, la drogue, et ça, tout ce que pouvait représenter la disco. La communauté gay qui s'était engouffrée aussi. Et ce qui est drôle, c'est que 50 ans après, comme la rythmique par exemple, la rythmique elle a une manière de jouer avec le pied très en avant. Je me souviens des maisons de disques, je me disais, mais comment c'est possible? Il faut déjà aller mixer. Pourquoi la batterie est si en avant? J'avais beau leur expliquer, je suis batteur, pour moi c'est un petit peu dans la logique. Quand on voit 50 ans après, tous les styles musicaux confondus, toutes les rythmiques sont très en avant, toujours très en avant. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis assez fier. Ouais. C'est un peu vous qui l'avez lancé, effectivement. Je n'ai pas été seul, hein, mais... vous êtes un des précurseurs, clairement, quoi. Et puis, c'est un peu vous la première fois qui avez mixé le disco, l'électro, le funk. C'était une vraie fusion. L'électro, surtout, c'était nouveau, comme vous le dites, la batterie en avant. Est-ce que c'est ça qui donne l'intemporalité, en fait, aussi à votre musique? Ça traverse les générations, comme ça, hein. Effectivement, Love in C Minor et tous vos autres morceaux... sont très iconiques. Je sais pas, c'est la seule analyse que je pourrais faire. Dans 50 ans, j'ai tellement été remixé, samplé, des covers, c'est-à-dire des copies et ci et ça. Je pense que c'est tout le monde des DJ qui, avant même qu'on appelle ça des DJ, on appelle ça des disques de jockey avant. Mais ils m'ont tellement accompagné, tellement joué,
constamment. Alors que les radios me jouaient très très peu parce que c'était vraiment un produit de. Et puis parce que vous aviez des titres très longs aussi, hein, c'était 9 minutes, 11 minutes. Parce que je composais pas et je produisais pas pour les radios, je produisais pour les gens qui dansent et en 3 minutes. Même les maisons de disques au départ, ils étaient un peu frileux, quoi, parce que c'était trop, quoi. Plus que frileux. Bon, cela dit, ils ont bien attrapé la mode après, en faisant chanter tous leurs artistes locaux et dans le monde entier, leurs stars locales. Qui ont interprété leurs chansons qu'ils allaient de toute façon faire, sauf qu'ils ont mis un pied de batterie. Gros beat derrière. C'était très très drôle. Pour moi, c'était très très drôle. Donc ils vous ont rendu hommage sans le vouloir, en fait. Exactement. Et ils m'ont aidé à être encore là, à parler de cela. Bah c'est ça. Puis en fait, ça traverse les générations. On va y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous touchez la jeunesse de chaque génération que vous avez traversée. Si vous allez sur le web, vous allez regarder les nombres de concerts que je fais. Donc il y a souvent des gens qui postent. Ils ont tous toujours entre 18 et 35 ans. Mais ça n'a jamais changé en 50 ans. C'est moi qui ai vieilli, en fait. Et alors, juste quand même, je le dis, parce que c'est vous qui me l'avez dit hors antenne, vous êtes à 38 millions d'écoutes en plus depuis les Jeux Olympiques. De stream. De stream, oui, en streaming. Oui. Qui se rajoute à tout ce qui c'était avant, bien sûr. Et en plus, vous êtes numéro 1 sur Shazam, quoi. Puis maintenant, mais les 10-12 dernières journées après le 26 juillet, donc, pendant 10-12 jours, entre le numéro 1 et le numéro 2 sur Shazam Monde, ça c'est un très bon signe, ça veut dire que les gens vont vraiment... Et puis quel rayonnement pour la France, j'ai envie de dire aussi. Oui, Cocorico. Quand même, voilà. Bien sûr. Yoni Dayan, vous avez écouté Céron, vous, comme nous tous, non? J'ai écouté, oui, à la radio, en boîte, un peu partout. On écoute, et puis là, quand c'est repassé il y a quelques minutes, c'est toujours le même instant, on a envie de se lever, danser, la fête, on pense au soleil. C'est ça. Donc je pense que c'est intergénérationnel, et ça continuera encore des années et des années. Il y a plein de tubes comme ça qui cartonnent. Et pourtant, qui nous restent dans la tête et dans le cœur, en fait, un peu. Exactement. Et pourtant, ils ont été composés, il y a plus de 50 ans, c'est ça? J'étais même pas né. J'étais pas né pour le coup. Je suis bien nature à 47 ans. Oh là là. J'étais pas né. Donc, ça prouve que avec le temps, ça fonctionne. Et puis surtout, de ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que les générations, les nouvelles, sur Shazam, en streaming, vont chercher ces tubes-là aussi. Donc ça prouve qu'en plus, ça s'adapte aux nouvelles technologies actuelles d'écoute. C'est pas on achète des CD ou des cassettes comme à l'époque. Je les ai connus quand même. Moi aussi, j'ai connu les CD et les cassettes quand même. En fait, l'idée, c'est de faire des chansons signatures un peu, Marc Serron. C'est ça qui fonctionne. Moi, c'est de transporter les gens. C'est un peu une attitude que j'ai dans les concerts. J'ai été formé en concert, sur la scène. Et en fin de compte, c'est d'amener les gens dans un voyage. Donc quand c'est de la scène, c'est 1h30, on part en voyage, car je joue que mes titres. Et quand je compose et produis un titre pareil, j'ai vraiment une vision de les tenir le plus possible, entre que ce soit le texte, que ce soit les arrangements, qu'il n'y ait jamais la même chose, que ça se développe minute par minute, pour qu'ils restent à l'écoute. C'est un peu ma manière de fonctionner, oui. Et ça crée l'envie. Allez, c'est excellent ce soir avec la star de l'électro-disco française, Marc Serron, et le fondateur et dirigeant audacieux de Simplicicar. Yoni Dayan, vous restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent avec le compositeur, producteur, précurseur de l'électro, Marc Serron, et puis l'entrepreneur chevronné Yoni Dayan à la tête du réseau automobile Simplicicar. Alors Yoni Dayan, vous avez créé Simplicicar en 2011. C'est devenu aussi Simplicibike. C'est aussi tout ça, c'est devenu des références en France pour la vente, l'achat de véhicules d'occasion. Votre concept, il est unique. Vous proposez une estimation gratuite précise de la valeur des véhicules, une vente rapide avec un réseau d'acheteurs ciblés, des solutions de financement. Grosso modo, vous prenez en charge la totalité de ce qui nous embête quand on veut vendre un véhicule. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé? On s'occupe de tout, vous occupez de rien, c'est exactement ça. C'est le principe un petit peu de l'accompagnement type agence immobilière. Donc c'est un principe qui existe depuis les années 2000. D'accord. Et que nous, on a commencé à développer en 2011 avec un premier point de vente sur Paris. Aujourd'hui, on a plus de 90, on est en Guadeloupe. La Réunion aussi, qu'on a oublié tout à l'heure, je leur passe un petit coucou. Et depuis un an, la Belgique, avec 2 points de vente ouverts et un 3e qui est en cours. Donc on a un cheminement qui se fait sur l'Europe aussi. Et le principe, il est simple, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement que ça reste très compliqué de vendre un véhicule. Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête, les arnaques. Quand on a des belles voitures, parce qu'on est très ciblé premium, c'est aussi l'anonymat. On veut pas ramener n'importe qui, si je peux me permettre, chez soi, lui montrer sa maison, son appartement. Donc voilà, tout ça se passe dans un point de vente. C'est un point de vente qui fait en moyenne 300 mètres carrés, sur lequel il y a des véhicules qui sont exposés. Le client vient nous voir,
On fait avec lui une estimation de son véhicule. On se met d'accord sur un prix, comme dans l'immobilier. On signe un mandat de vente. Et après, on le met en vente avec toutes les conditions d'une concession, c'est-à-dire extension de garantie, financement, possibilité de reprise. On va filtrer les appels et au final, on va les sélectionner le Graal, les clients qui sont acheteurs. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ça? Est-ce que ça vient d'une expérience personnelle où vous avez galéré pour vendre une voiture, ou est-ce que c'est juste tout d'un coup vous vous êtes dit je veux être entrepreneur et c'est ça que je vais développer parce que c'est ça l'idée révolutionnaire? Si je pars un peu en arrière, on va aller un petit peu en arrière. J'ai une famille d'entrepreneurs. Oui. Donc, mon père était entrepreneur et je pense que j'ai beaucoup, et même je suis sûr, énormément appris de son expérience. Quand il est venu du Maroc à l'époque, il a travaillé dans le prêt-à-porter. Puis, il a gravi les échelons au fur et à mesure. Il a eu des boutiques. Et j'ai commencé à travailler chez lui parce que j'étais pas très bon à l'école. D'accord. C'est pas que je voulais pas, mais je m'ennuyais un petit peu. Et au final, j'avais une problématique chez mon père parce qu'il était déstockeur. C'était le stock. C'est qu'en fait, le stock, il en avait beaucoup. Il fallait tout le temps en acheter dans les lots pour pouvoir vendre les bons produits. Les moins bons, ça mettait un peu plus de temps. Et j'ai cherché un métier où j'évitais d'avoir du stock. D'accord. Et puis on est arrivé dans l'ère un petit peu des ventes privées et showroomprivé.com qui existaient à l'époque. Leur principe, c'était quoi? C'était de vendre des produits qu'ils n'avaient pas, qui appartenaient à des marques, qui avaient du mal à les vendre, les embellir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait des photos avec de l'intelligence artificielle, on embellit le produit, on le met en vente avec des conditions professionnelles. Et c'est ce qui m'a donné l'envie. J'avais la passion de l'automobile, le commerce de mon papa, et c'est ce qui a fait la réussite, je pense, de Simplicicar. Bon, et alors en plus, il y a un truc sympa pour les clients, c'est quand même qu'ils ont un tarif net vendeur 22% plus élevé qu'une concession classique. C'est une vraie valeur ajoutée, ça, il va sans dire, quoi. Oui, en fait, le principe dans l'automobile qui existe depuis des années, c'est que quand vous voulez vendre un véhicule, vous avez plusieurs choix. Le premier choix, c'est d'aller dans une concession, X ou Y, qui, cette concession, va acheter le véhicule tout de suite, donc est obligé de se couvrir et va l'acheter 22-30% moins cher que son prix du marché. Nous, il y a une deuxième possibilité, c'est de mettre une annonce en tant que particulier avec tous les risques que ça comporte. Nous, on va être entre les deux. C'est-à-dire qu'on va apporter toute notre expérience et notre connaissance professionnelle et on va payer le véhicule au moment où il est vendu. Donc ça nous permet de pas mobiliser de la trésorerie, pouvoir donner plus de capital aux clients, et on sait qu'avec le pouvoir d'achat en plus en ce moment, ça fait toujours plaisir. Et derrière, c'est un service qui est 100% gratuit. Et alors, vous avez aussi inventé une voiture qui s'appelle la Simplici. C'est une voiture électrique sans permis qui ressemble comme de gouttes d'eau à une voiture normale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a toute la fonctionnalité d'une voiture, le confort, etc. Sauf que c'est une voiture électrique sans permis. Donc en fait, on a moins l'impression de monter excusez-moi le terme, dans une boîte de conserve, parce que on les voit passer, ces voitures-là, parfois. On se dit, oulala, les pauvres. Donc j'imagine que l'idée, c'était aussi de proposer quelque chose d'innovant à ce niveau-là, parce qu'il y avait vraiment un secteur en souffrance. Hein. Oui, il y a eu une réussite d'un produit français, je ne sais pas si on peut le citer, mais la Citroën Ami, qui a fait un carton avec plus de 70 000 ventes en 3 ans. Et c'était quoi le concept d'une Citroën Ami? Une marque connue, donc qui existe depuis des années, une marque française, sur laquelle on a démocratisé les voitures sans permis. La problématique des voitures sans permis thermique à l'époque, c'est que ça faisait beaucoup de bruit, ça tremblait, on les entendait arriver à 200 mètres et ça coûtait cher. Citroën a démocratisé ça en mettant des produits qui commençaient à 7 900 € avec des véhicules électriques avec une petite autonomie de 60 km. Nous, on est parti à contre-courant de tout ça et puis on s'est dit on va garder à peu près le même budget puisque notre Simplici aujourd'hui est vendu 8 990 € avec 900 € de bonus de l'État. Par contre, on a tout le confort que les jeunes cherchent. Si on veut écouter Marc Serron dans notre voiture, c'est possible puisqu'elle a un autoradio, elle a des media players, donc elle on a peut du télécharger. Bon son aussi, j'imagine. Exactement. On peut Okay, télécharger Spotify et tous les faiseurs, un GPS, une caméra de recul, des vitres électriques. Les jeunes et les gens qui ont plus envie de repasser leur permis aussi, Yonida, on peut le dire ou pas? Exactement, on a plus de 80 000 personnes qui perdent leur permis tous les ans, donc ça fait beaucoup de monde. Et en plus de ça, on a 110 km d'autonomie, donc c'est quand même une autonomie intéressante. Vous conduisez, vous, Marc Serron? J'adore. Ah, bah alors je fais beaucoup de routes. Hein. D'accord. Donc peut-être que si vous avez envie de renouveler votre voiture avec une belle berline, moi je suis plutôt à l'inverse, je suis plutôt une grosse voiture. Ouais, mais il y en a des grosses voitures. On a des grosses voitures, des petites, et la Simplici, je vous la souhaite pas de l'avant un jour, ça voudrait dire que vous avez perdu le permis. Mais oui, on fait du premium, on fait de tout véhicule. Alors, ce qui change chez vous, Yonida, chez Simplicicar, c'est que c'est une approche centrée sur le client. C'est ça qui transforme l'expérience d'achat aussi, hein, finalement. Tout à fait. On accompagne le client. Souvent, j'entends et je fais beaucoup de formations et je reprends mes commerciaux quand ils disent à un client, je vais vous aider. Non, on les aide pas, on les accompagne. C'est très important pour moi. C'est bien.
parce que ça veut dire que voilà, on va être là pour eux, mais on va travailler main dans la main. La vente d'un véhicule, même si nous on est professionnel, ce que je dis toujours, c'est que le client connaît par cœur son véhicule. Nous, on est censé, en tant que professionnel, connaître toutes les marques, tous les modèles, toutes les motorisations, toutes les options, mais le client, il connaît très très bien son véhicule. Oui, parce qu'il a roulé Donc on avec, va travailler main dans la main, on va l'accompagner, et oui, ça fait partie vraiment de notre force, l'accueil et surtout l'accompagnement de nos clients. Céron, quand on écoute parler Yoni Dahan de cette fameuse expérience client qui est au cœur du savoir-faire, finalement on se dit que cette expérience client, bah, c'est aussi l'expérience de la personne qui écoute, c'est l'expérience de la personne qui goûte, c'est une expérience, en fait c'est le toucher, c'est le sens qui est toujours en fait en premier sur la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire. Bien sûr. C'est ça qu'on cherche. Vous savez ce qui m'étonne le plus, c'est quand il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas très doué à l'école, comme moi d'ailleurs. Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui ont des grosses réussites sans dire des noms, même sans avoir été scolaire. À part les politiques. Ouais. Mais le nombre de... Il y en a même des politiques qui n'ont pas été forcément... Oui, on en a vu un d'ailleurs. On en a des députés en ce moment, ouais. On dira son nom, vaut mieux. Mais en fin de compte, comme quoi la passion, et monsieur parle avec beaucoup de passion, beaucoup de compréhension, c'est facile à comprendre. Et quand on dit on va pas vous aider, on va vous accompagner, la nuance est très importante. Ah, bien sûr. Et c'est ça que vous faites aussi, vous accompagnez les gens en fait, dans leur vie de tous les jours, Marc Serron, avec votre musique. Oui, dans n'importe quelle situation aussi, parce qu'on va danser, mais on peut aussi vous écouter à fond dans la maison ou dans la voiture ou je ne sais quoi. Moi, je le vis à l'envers et je la remercie depuis tellement longtemps. C'est eux qui m'accompagnent en fait. C'est ça. Quand on a une passion, et c'est difficile d'imaginer autre chose que si le public vous accompagne pas et bah c'est pas possible quoi. C'est ça. Il y a quelque chose qui rejoint un petit peu notre métier, notre univers. C'est que moi, par exemple, depuis 2011, j'ai encore des clients, donc je fais plus de ventes. Parce que aujourd'hui, je développe la franchise, mais j'ai des clients qui reviennent, que j'ai donné à mes directeurs commerciaux. Il y a toujours cet accueil des clients qui viennent nous voir. Mais tu te rappelles, à l'époque, on faisait ça, et t'as vendu ma première voiture et ma deuxième, et je t'ai vu grandir. Et je pense que c'est aussi l'effet générationnel que Marc, vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est de voir les générations augmenter qui ne sont pas les mêmes, comme moi qui n'étais pas né quand on écoutait ces musiques-là, mais être poussé par ces personnes qui vous encouragent, que ce soit moi sur LinkedIn ou sur les réseaux où je reçois, je vous ai pas vu depuis 15 ans, mais je me souviens avoir acheté ma première voiture chez vous. Ça donne chaud au cœur. Et puis vous faites partie de la vie des gens, quoi, en fait. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Voilà, vous avez ce point commun tous les deux. Alors, Yoni Dahan, vous faites aussi autre chose. Vous avez développé pour le vélo avec Simplicity Bike. Alors, c'est la moto. C'est le nom anglais, mais c'est plutôt la moto. Le vélo, pas encore. Le vélo, ça fait partie des envies? On préfère tout ce qui roule avec un moteur, mais on laisse. En fait, on peut pas tout faire. Donc on laisse faire ceux qui sont spécialisés. Et du coup, pour la moto, vous allez aller sur le moteur thermique, mais aussi sur les électriques, j'imagine, parce que c'est. Sur Simplicity Bike aujourd'hui, c'est un service à part. En fait, c'est le même principe que pour Simplicity Car, mais pour les motos, c'est l'accompagnement. En fait, on s'est dit qu'on avait déjà le principe pour la voiture, on l'a poussé pour la moto. Et aussi l'intérêt, c'est que le motard, en règle générale, quand il pleut, quand il fait pas beau, il a aussi une voiture. Donc on va pouvoir l'accompagner aussi sur la vente de sa voiture. En général, les clients, ils font appel à vous pour les deux, quoi. En fait, ça a été le principe aussi pour lequel j'ai lancé la Simplicity. Parce qu'en fait, j'ai aussi des parents. Aujourd'hui, on va pas se cacher, un père ou une mère qui vient acheter un véhicule pour son enfant, c'est un certain pouvoir d'achat. Et nous, l'idée, c'est qu'on a besoin d'avoir un parcours client où le client vient choisir la voiture pour son enfant, mais va peut-être aussi nous acheter une Mercedes, une Porsche, une Audi pour lui-même. Et surtout accompagner ce jeune de 14 ans minimum dans 2-3 ans, parce qu'aujourd'hui c'est 17 ans pour passer le permis, à 17 ans, revenir chez Simplicity Car et se dire voilà, je ramène ma voiture sans permis, revendez-la moi et vendez-moi un véhicule avec lequel je peux rouler puisque j'ai le permis. C'est presque un cercle vertueux en fait, vous êtes parfait, au top. C'est excellent et on le prouve, on vous revient avec l'icône de la musique électro, Marc Serron, et le patron qui cartonne avec Simplicity Car, Yoni Dahan. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent, l'émission qui crée le lien avec aujourd'hui, pour vous, le musicien, compositeur aux plus de 30 millions d'albums vendus, Marc Serron, et Yoni Dahan, qui est fondateur, PDG de Simplicity Car, le réseau automobile qui monte. Allez Serron, on vous écoute encore un tout petit peu quand même.
on s'en lasse pas. Marc Serron sur Sud Radio. Alors là, c'était A Part of You, hein. Ça c'est un remix, c'est un nouveau morceau aussi d'il n'y a pas très longtemps. Là, il y a l'année dernière, oui. Voilà, c'est ça, fin 2022. Alors, on l'a dit au départ, quand même, on le redit, c'est 50 ans de scène pour vous, Serron, des titres adaptés, d'ailleurs, vous le dites vous-même, au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, ce qu'on disait, c'est que le public s'est réinventé, s'est renouvelé, c'est plusieurs jeunesses de plusieurs générations qui vous ont suivi. Vous êtes là, vous avez eu des albums aussi qui se sont réinventés, comme Celebrate, comme DNA. C'est quoi le prochain? C'est quoi vos actualités? Qu'est-ce que vous avez en cours de création? Le prochain doit sortir dans 2-3 mois, je crois, c'est ça, début de l'année, qui est en fin de compte un triple album de la fameuse symphonique. C'est-à-dire, j'ai pris 22 titres de mon catalogue et on l'a fait en symphonique. Donc c'est un live qu'on a enregistré, je vous disais tout à l'heure, en novembre 2023. D'accord. Et là, je vais faire le premier concert d'une tournée qu'on va faire au monde, qui est le 21 février au Philharmonique de Paris. C'est énorme ça pour vous, non? C'est un de plus, c'est un chemin en plus, c'est une étape de plus. Parce que philharmonique, c'est déjà un orchestre philharmonique, c'est quand même beaucoup de musiciens et c'est un son qui est très différent de ce que vous avez l'habitude de travailler, ou pas du tout? Pas du tout, si vous y avez bien écouté mon catalogue, mais à part Supernature, qui est un titre très électro, c'est un accident, c'est un ovni dans mon catalogue. Oui. Sinon, tout le reste, c'est très orchestré. Non, c'est toujours très orchestré, mais c'est quand même pas la même chose, un groupe et un orchestre symphonique, Marc Serron. Mais quand on fait tous mes enregistrements que j'ai faits, quand je faisais les violons, il y avait 20 violons dans un. Sauf qu'on les faisait par étapes. Oui. Les cuivres, c'est 7 personnes. Là, c'est ensemble. Là, c'est tout ensemble, ça s'appelle live. C'est-à-dire qu'on le fait on le fait en direct. On ne fait pas une reprise, tiens, on va en faire une autre jusqu'à temps que ça soit bien. Donc c'est bien ça ce que je vous dis, c'est que là, vous jouez tous ensemble avec beaucoup de musiciens. D'accord, 53 musiciens. C'est ça. Donc on imagine aussi que l'énergie qui se dégage d'un ensemble comme ça doit être quelque chose qui emporte complètement, quoi. Puis alors, par rapport à aujourd'hui, on est tellement numérisé, et là, c'est très acoustique. Un orchestre symphonique, donc ça a une chaleur qui est assez unique. Et le lieu, le Philharmonique de Paris, paraît-il, c'est l'une des meilleures salles. Il y a une acoustique assez folle. Acoustique d'Europe, donc j'ai hâte d'y être. C'est le 21 février 2025. Le 21 février 2025, c'est bien noté. Alors, juste, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette French Touch, de l'évolution de la musique électro, là, qui est en train qui fonctionne très très bien et qui est en train de prendre le devant, en fait, j'ai envie de dire, sur l'évolution musicale actuelle. Tout à fait. Moi, au début, dans les années 78, on a appelé ça la French Sound. Ouais. Et après, avec Daft Punk en 95, en 1995, je vais y arriver. Ils ont amené, c'est vraiment une couleur un peu particulière, et derrière est arrivé une ribambelle de DJ de talent. Ça devient des producteurs. On garde le mot DJ parce que leur manière de se présenter sur scène, c'est comme un DJ, comme un disque de jockey, mais ce sont des producteurs. Ils font du son, quoi. Et aujourd'hui, le respect que la France a musicalement grâce à cette petite planète de DJ dont on regardait de loin. Enfin, arrêtons. Mais quand vous allez voir des concerts, par exemple, de David Guetta, où il y a 70 000 personnes, ils le voient comme une Madonna, quoi. C'est des rockstars aujourd'hui. Mais absolument, parce que c'est pareil, c'est un voyage. C'est la chance d'aller voir un voyage, d'aller voir un DJ qui passe les chansons comme une radio, ça n'a pas grand intérêt. Mais un producteur, ça peut marcher en boîte de nuit, quoi. Exactement, mais un producteur qui passe sa musique, qui l'a fait évoluer avec tout un jeu de lumière et autres, c'est un vrai spectacle. Et alors, on dit que vous durez dans le temps, Marc Serron, Yoni Dahan, vous aussi vous durez dans le temps, puisque la première agence Simplicica, vous l'avez dit, ça a ouvert en 2011 et c'était à Montreuil. Exactement. Elle est toujours en activité, cette agence. Aujourd'hui, votre expansion, c'est plus de 90 franchises. En fait, c'est ce système de franchise, le fait de passer aussi la main, qui a fait que ça fonctionne, non ? Oui, ça a été de pouvoir donner mon savoir-faire à des entrepreneurs qui voulaient entreprendre dans le monde automobile, mais qui n'avaient pas toute la connaissance, qui avaient envie de gagner du temps, parce qu'un entrepreneur aujourd'hui, quand on reçoit un candidat et qui devient franchisé, on lui fait gagner minimum 5 ans dans son développement. C'est beaucoup de mon savoir-faire, beaucoup d'accompagnement. On a une coach, Julia, qui accompagne énormément nos franchisés. On a un directeur du développement qui va les accompagner au départ. On a un directeur de marketing. Donc c'est vrai qu'on a tout un accompagnement de personnes qui sont dédiées à cette ouverture-là, puis tout le long du contrat. Donc on leur fait gagner beaucoup de temps et puis on leur donne notre savoir-faire.
une enseigne, une réputation, voilà, notre notoriété, tout ce qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, je les remercie. Eux, ils vous payent la franchise, mais en fait, c'est tout. C'est-à-dire que en fait, ils ont un droit d'entrée, des royalties, c'est le classique de toutes les franchises au monde. Et derrière, on les accompagne toute l'année, voilà. Un global, quoi, vraiment. Exactement. Ce qui est assez rare, en fait, en soi, aussi. C'est-à-dire, c'est le teamwork, là, en l'occurrence. Oui, c'est surtout que voilà, on fait beaucoup d'accompagnement, on fait beaucoup de calls vidéo, séminaires, une fois par an, des formations, on en fait 4 par an. Donc oui, on essaie de les accompagner un maximum. Et puis surtout leur apporter des services, comme avec la Simplici, comme avec Simplici Bike, Simplici Lease aussi, le leasing pour les professionnels. On a des offres super intéressantes, donc on les accompagne sur tous ces domaines-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus de liberté pour eux, mais c'est plus de liberté pour vous aussi, Yonida. Ah non, c'est beaucoup de travail. Je lui dis, oui, je vous promets, c'est beaucoup de travail. Alors, c'est sûr que à un moment donné, ce sont des entrepreneurs à part entière, ce sont des sociétés indépendantes, même s'ils ont un panneau Simplici Car, mais ça reste quand même beaucoup de travail, puisqu'on développe les nouveaux comme on a développé les anciens. Faut les accompagner, faut leur donner notre savoir-faire, faut être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ça change pas grand-chose au fait qu'ils soient franchisés ou pas. Finalement, c'est comme s'ils étaient, c'était comme si c'était vos employés, mais ils sont un peu plus libres. Eux, vous, ça change rien, quoi. Bah, ils sont indépendants, mais ils ont mon panneau, c'est-à-dire qu'ils ont l'enseigne Simplici Car au-dessus de leur tête. Ça rappelle que voilà, il y a quelqu'un derrière. Mais oui, après ils sont indépendants, ils font leur travail, mais on essaye voilà de leur apporter un maximum de choses pour qu'ils puissent réussir. Alors il y a un autre truc que vous pourriez avoir en commun tous les deux finalement, c'est Marc Serron, vos performances, elles sont souvent accompagnées de visuels puissants. On a parlé de évidemment des JO avec cette tour Eiffel endiablée, et puis même vos clips, les couleurs, enfin ce que vous envoyez comme visuel. Vous, Yonida Dayan, décidément je vais y arriver aujourd'hui. Dans le monde de l'automobile, l'esthétique elle est cruciale aussi, c'est très très important. Tout ça, ça joue dans l'engagement du public. On parle de musique ou de véhicule ou de tout autre type en fait de marque, parce que vous êtes une marque, Marc Serron, aujourd'hui. C'est ce qu'on dit, bien sûr, mais c'est on fait presque le même métier, c'est vrai. Ouais. Et vous, le fait d'accompagner avec ces visuels puissants, etc., c'est aussi une manière pour vous de donner à voir aussi quelque chose qui se passe dans votre création, non ? Complètement, ce sont des contenus, c'est comme on appelle une vidéo. Je vais essayer de retraduire ce que j'ai voulu musicalement faire passer en message, si l'on peut dire, bien sûr. Il faut qu'il y ait une cohérence. Puis c'est très sympathique à faire quand on met en visuel ce qu'on a couché en musique, j'adore ça, oui. Moi, j'ai les souvenirs enfants, et puis on a aussi surtout, alors MTV à l'époque, M6 Musique, et c'est vrai que quand on écoutait les musiques à la radio, c'était une chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de streaming, mais quand on les regardait, les clips à la télé, ça nous donne encore plus envie de les écouter. On se rappelle de Thriller de Michael Jackson, qui n'était même pas un clip, c'était carrément un film. Un film, ouais, c'était un court-métrage. Mais c'est vrai que tous ces clips-là, et souvent on met dans notre tête la musique qui va avec le clip. Alors nous, c'est vrai qu'en accompagnement, on a des couleurs qui sont assez flashy comme le rose. Et puis derrière, dans toute notre communication, on fait très attention justement à tous ces visuels, apporter un maximum de visibilité, de comprendre très rapidement. Notre logo que vous avez pu voir, c'est une main avec un plateau et une voiture, c'est l'accompagnement, c'est le service. Et quand on regarde notre logo, souvent on nous dit mais quelle idée, parce que franchement ça rapporte tout de suite à notre métier. Bien sûr. Comment ils vont bien la chose en tout cas. Ah bah. Mais alors ce qui est intéressant, c'est aussi cet esthétisme, pas que du logo, l'esthétisme global en fait, de la manière en fait, j'ai envie de dire presque littérale, de mots dont vous présentez justement, pour rebondir sur ce que dit Marc, votre entreprise. C'est-à-dire que c'est tout est réfléchi et en même temps ça devient naturel, quoi. C'est tellement bien construit, j'ai envie de dire, que derrière, je dirais que c'est la passion et l'amour. Je compare souvent Simplici Car à mon bébé, puisque je l'ai construit de A à Z. Et je pense que si Judith, on vous demande de parler de votre enfance, c'est pareil, ça sera toujours avec beaucoup d'amour et on essaiera de valoriser un maximum. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec mon entreprise aussi. Donc oui, j'essaye, comme disait tout à l'heure Marc, on est autodidacte, c'est-à-dire qu'on a appris tout sur le tas et on essaye de le faire au mieux parce que on est perfectionniste, un peu comme vous, j'ai pu voir. Donc on essaye de faire tout au top. Moi je suis perturbée quand c'est pas exactement dans le papier millimétré, effectivement. Mais nous aussi, dans notre métier, je pense que pareil, si demain il y a un instrument qui fonctionne pas bien, ou si moi il y a quelque chose qui va pas dans mon point de vente. Alors l'idée normalement quand il y a un instrument qui fonctionne pas bien, Marc Serron, c'est peut-être de faire comme si ça n'existait pas. Comment vous faites dans ces cas-là ? Je peux pas, je le coupe. Vous coupez ? Et alors si vous êtes sur scène, comment vous faites ? Vous coupez aussi ? Ça m'arrive pas, ça m'est jamais arrivé. J'ai la chance d'être toujours très bien entouré. Des couacs, en tout cas, pas au point de me perturber, quoi. D'accord.
Là, il va y avoir 56 personnes, donc... C'est peut-être des fois quand je réécoute ce qu'on a joué, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a fait l'autre là, il a mis 40 secondes à trouver la bonne tonalité, mais ça m'arrive rarement. Et parce qu'on c'est vrai on se souvient des histoires sur James Brown, par exemple, ou sur Prince, qui étaient absolument abominables avec leurs musiciens, mais extrêmement exigeants surtout, mais en fait, finalement, parce qu'il faut que ça soit absolument parfait, tout simplement, peut être exigeant, quand on arrive. C'est ce qu'on ne me reproche pas, mais ce qu'on me dit constamment. Ouais. Je suis presque jamais content. Ouais. Par contre, on peut le dire avec gentillesse et délicatesse. Moi, j'ai des musiciens avec qui je joue encore. Oui. Ça fait 50 ans. Ah ben donc ils vous aiment a priori. Mais ça m'empêche pas de gueuler. Mais j'ai pas trop à le faire quand on est entouré de gens qui sont qui ont le minimum de compétences d'avoir envie de le faire. C'est déjà une compétence. D'avoir envie, c'est une compétence. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tout le monde l'a pas. D'avoir envie, c'est une compétence, Yoni Dayan. Je pense. C'est comme ça que vous recrutez vos commerciaux ou pas? Comment? C'est comme ça que vous recrutez vos commerciaux? Oui, peut-être, mais on nous donne l'envie d'avoir envie aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on va chercher aussi toujours d'aller plus loin. Et moi, je me dis qu'on a envie de quelque chose, faut aller au bout, et puis c'est ce qui fait les réussites en général. Magnifique. Allez, vous êtes bien sur Sud Radio, c'est excellent avec la star des producteurs d'Electro, Marc Serron, et le dirigeant créatif de Simplicicar, Yoni Dayan. Vous restez avec nous, on revient tout de suite pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses personnalités multiples. Je suis encore pour un petit quart d'heure en compagnie du compositeur et super producteur Marc Serron et du fondateur de Simplicicar, Yoni Dayan. Alors Marc Serron, comme on l'a dit, mais alors ça vous m'avez dit que c'était plus de 30 millions d'albums vendus, mais ça c'était en 2000, hein, c'est ça? Depuis vous n'avez pas le compte. On parlait de physique, voilà, c'est-à-dire de CD ou de vinyle. Alors maintenant on est passé à... En stream, j'ai aucune idée. Aucune idée. Vous avez dû tripler, quadrupler. Vous êtes écouté dans la terre entière, quoi. Oui, je pense que... oui, je pense que je dirais pas qu'on y mettrait un zéro derrière en plus, mais pas loin, je pense. Et depuis les JO, il y a plus de 30%. C'est pas la même chose quand même, hein, d'être streamé ou de quelqu'un qui a d'acheter un album. Ouais. Ah ouais, c'est pas la même chose. Ça vous manque ça d'ailleurs? Écoutez, moi, ce qui me fait le plus peur dans la culture, c'est la rapidité avec la jeune culture qui arrive. Ils écoutent en 30 secondes, ils jugent en 30 secondes, que ce soit dans le visuel. Alors sur des morceaux de 11 minutes, c'est dommage. On parlait des vidéos tout à l'heure, mais en fin de compte, beaucoup d'artistes font des petits modules, on appelle ça des contenus, de 20 secondes, 30 secondes, sinon TikTok, après c'est trop long. Mais ça coupe la possibilité de faire des belles vidéos, ça veut pas dire qu'il y en a pas encore. Mais elles sont vouées qu'à des grands artistes. Elles sont plus vouées à d'artistes un peu généralistes parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que les maisons de disques récupèrent pas, parce qu'il n'y a plus de support pour les passer. Donc c'est encore un partage là, qui n'est pas équitable, je trouve. Et vous qui avez vu justement cette évolution de la musique depuis du coup les années 70 jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait une période que vous avez préférée, ça serait laquelle? Oh mais sans commune mesure. Quel bonheur d'avoir vécu les années 70, on vous le dira, que ce soit dans la mode, vestimentaire, mobilier, enfin dans tous les domaines. C'était une explosion de couleurs, de liberté. Absolument, il fallait tout inventer. En plus, on avait une culture qu'il fallait tout faire pour ne pas ressembler à l'autre. Ça a bien changé. Là, on fait l'inverse, c'est ça? Oui, il y a besoin de vous le dire. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Non, moi, j'ai pas été élevé comme ça. J'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi. Si quelqu'un était déjà venu avec ce genre de son aussi et ça, fallait aller contourner. Complètement ailleurs. Mais c'est ça qui fait de l'audace. C'est ça qui fait d'aller pousser les choses. Des fois un peu brut de décoffrage comme je l'ai fait. Donc tout n'est pas obligatoirement. Il faut prendre des risques aussi, hein. Mais c'est l'essentiel du métier, je crois, dans tous les métiers du monde. Mais ça veut dire quoi, prendre des risques? C'est pas des risques quand on est habité d'une passion, quand on a soif de réussite. C'est pas des risques, on les calcule pas comme des risques. Si quelqu'un commence à démarrer quelque chose, une entreprise ou dans la musique, en pensant il va peut-être pas y arriver, il y a des risques, mais il a aucune chance. Faut qu'il fasse autre chose, faut pas essayer. Bien sûr. Quand on est vrai ou pas. Ceux qui font rien, qui échouent pas. Donc tout simplement, c'est évident. On n'a pas la visibilité. Je pense que c'est pareil pour Marc. Quand il a sorti ses premiers tubes, il s'attendait pas. On parle de millions de streaming. Je reviens un peu en arrière sur ce que vous avez dit sur les CD, mais à l'époque. Et je rejoins ce que dit Marc. Aujourd'hui, vous écoutez une musique, vous êtes dans votre voiture n'importe où en France, vous cliquez, vous téléchargez, elle est
dans votre streaming. Avant, je me souviens qu'il fallait aller chez Carrefour, à la Fnac, il fallait économiser. On nous vendait même des 2 titres pour ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter l'album pour complet lancer déjà les albums. OP, on achetait ça, puis après on achetait, c'était en carton, après on achetait le vrai CD. Donc il y avait quand même toute une démarche qu'on faisait d'aller acheter un produit, d'avoir l'envie de le faire. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, tout est à portée de main. Et il y a plein de choses, on pourrait parler des heures de sujets de portée de main et qui sont nocifs, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Donc oui, on a perdu un petit peu ça. Et si je rebondis un peu sur les années, alors j'ai que 39 ans depuis quelques jours. Ah, mais, joyeux anniversaire. Merci. Et du coup, vous les faites pas. Et puis du coup, je me dis que tous les temps, j'ai connu les années 90, les années 2000. Je pense que c'est vrai qu'il y a des périodes qui étaient mieux que les autres, mais chacune a son charme. Parce que quand tu regardes en arrière, tu dis j'étais dans une période pourrie, et au final tu dis au final c'était mieux que la nouvelle période. Donc toutes ces périodes ont un charme, mais c'est vrai que si je parle de mes parents ou des personnes d'ancienne génération, les années 70-80, c'était des années dans le business qui étaient magnifiques, dans la vie, c'était les 30 glorieuses. Pouvait faire exactement les 30 glorieuses. À quel moment vous avez su que vous étiez vraiment fait pour l'entrepreneuriat? C'était tout de suite à l'école ou c'était en regardant votre papa? Il y a eu un déclic à un moment donné qui vous a dit je lâche l'affaire, c'est ça que je veux faire? À l'école déjà, une de mes premières problématiques, c'est que je n'aimais pas tout ce qui était au-dessus de moi, le prof qui était au-dessus de nous, l'autorité, j'ai cherché mon mot, l'autorité, avoir quelqu'un au-dessus de moi, c'était compliqué. Donc après, la seule personne que j'ai pu avoir au-dessus de moi, ça a été mon père. Et pareil, parce qu'il y avait des fois où c'était pas facile, on avait des générations vraiment d'écart, mais j'ai beaucoup appris, j'ai pris sur moi, et puis de ce fait-là, je me suis dit, voilà, faut que j'entreprenne, et faut que je sois mon propre patron. J'ai pas un caractère à être mené par quelqu'un, et on l'a pas ce caractère-là. Il y en a qui réussissent très bien et qui ont des carrières. Il y a les dirigeants et les dirigés, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais il y a des dirigeants qui sont très très bien dans leur poste et des dirigés qui sont très très bien aussi. Et qui seraient pas bons dans les postes des uns et des autres, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Mais chacun s'épanouit. On peut être dirigeant et être épanoui ou pas, et on peut être dirigé, être épanoui ou pas. Moi, je sais que je suis épanoui aujourd'hui d'être dirigeant parce qu'encore une fois, je dis j'ai toujours une grande famille avec Simplicicar. Je suis très proche de mes franchisés. Je les apprécie tous à juste titre. Mais voilà, c'est surtout toujours chez Simplicicar un côté familial et on essaye de monter les personnes. On est vraiment multi-ethnie chez nous, cosmopolite. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai des vraies valeurs par rapport à ça. Il y a des femmes aussi, c'est très important pour vous, tout à fait, dans l'automobile. Je pense aussi que, si vous permettez, Marc Serron, allez-y. Ce qui fait la différence entre un dirigé et un dirigeant, c'est qu'ils peuvent avoir le même niveau de qualité, de savoir et ça. Sauf que le dirigeant, il va prendre des risques. Il va y croire. C'est ça, c'est le fameux risque dont on parlait. Absolument. Enfin, moi, ça a été mon c'est prendre des risques, pas la même chose. De pas prendre de risques, le vendredi, c'est terminé, on revient bonjour à lundi. Celui qui prend des risques, le dirigeant, lui, il va pas dormir. Et c'est pas parce qu'il a des soucis, c'est parce qu'il va penser à réussir. C'est pas la même démarche. Et alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Yoni aussi sur la grande famille, cette équipe qu'il a construit autour de lui et qui fait qu'aujourd'hui, ça continue à avancer, ça continue à grandir. Vous, c'est un peu la même chose. Ce que vous disiez, c'est que, en fait, finalement, sans ce travail d'équipe, sans vos musiciens qui vous accompagnent et tout, cet entourage. C'est comme un président qui est tout seul, ou qui dirige tout seul, et à un moment donné, il va se faire le mur. C'est ça. C'est pas le bon exemple en ce moment. Ça change beaucoup dans le gouvernement. Ça sent la fin de règne un peu, et alors, Marc, en plus, c'est pas Macron que j'ai critiqué, puisque c'est quand même lui aussi, il a porté, il a ouvert les portes pour que je fasse les JO. Donc merci. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez eu un mentor ou quelqu'un qui vous a donné envie, vous, dans votre vie, Marc Serron, qui a fait que vous vous êtes lancé à un moment donné dans la musique, ou est-ce que c'est vous tout seul? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait partie d'abord d'un groupe rock, pop, rock, des cheveux longs, machin, et ça. Et à un moment donné, j'ai arrêté la musique et je commençais à monter des magasins de disques pour rester dans la musique. Et quand je me suis dit, tiens, je vais refaire un album pour mes petits-enfants, juste pour moi, là, j'ai fait aucune concession. Donc, j'ai mis ma batterie en avant. J'ai fait un titre de 16 minutes 30, La Vinci Minor. J'ai mis un tas de choses que je pensais sans avoir de règles. Non, ça se fait pas ou quoi que ce soit. C'est pas pour les radios. Vraiment, je savais même pas si ça allait sortir.
Et c'est-à-dire de l'audace pure. Et j'ai perdu le fil de votre question, pardon. Si vous aviez un mentor ou quelqu'un qui vous a donné envie. Oui, le mentor qui m'a... Exactement. Ouais. Et en fin de compte, c'est un grand chef d'orchestre, grand musicien que j'adore, qui s'appelle Quincy Jones. Oui. Ça a été le premier à se mettre... C'est pas n'importe qui, j'ai envie de dire. Oui, c'est The Mentor. Ça a été le premier à se mettre sa tête sur les pochettes, son nom en avant, et d'avoir des interprètes différents sur ses albums. Et je me suis dit, s'il l'a fait, ça marche. Je tente, j'essaye. Voilà, ça a été un peu un mentor. Le début de l'influence, des influenceurs. Exactement, mais ça existait déjà avant que ça existe. Vous verrez, vous êtes jeune, mais on peut pas faire 50 ans, tenir 50 ans sans avoir eu une multitude de menteurs. De menteurs ou de mentors. De gens qui vous, des opportunités, des gens qui vous, à un moment donné, vous accompagnent et vous font grandir. C'est impossible, évidemment, heureusement. Alors, si vous aviez un conseil, tiens, c'est une question parce qu'on va bientôt se quitter, que je vais vous poser à tous les deux, un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans une carrière musicale comme vous, de producteur. Oser le risque. Oser, il y a que ça, je pourrais dire. Ouais. Oser d'avoir un minimum de talent. De toute façon, s'il n'a pas de talent, il n'a rien à foutre là. On ne sait jamais. Mais ça ne suffit pas. Comment on fait pour savoir si on a du talent ? Par rapport à l'accueil, trouver l'endroit où il faut avoir quelqu'un qui dit la vérité en face. Mais pas quelqu'un, plusieurs personnes. Faut oser. Moi, je fais la Manche à Saint-Tropez en train de jouer des solos de batterie. J'avais pas idée de conquérir quelqu'un ou quoi que ce soit. Et Eddie Barclay, qui était un grand monsieur du disque, il est venu un soir, 2 soirs, et 3e soir, il est venu me voir. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai démarré. Je me suis pas... Faut pas que les artistes se lancent dans la musique pour gagner beaucoup d'argent, pour être connus, si et ça. Ça se passe pas comme ça. C'est d'abord une passion. On peut pas faire autrement. Enfin, moi, c'était même pas calculable. Même si j'avais dû faire un vrai métier, qu'on peut dire. Mais les week-ends, le soir, j'aurais été constamment avec mon instrument. C'est de la passion. Puis après, les petites doses de oser. Oser. C'est ça que vous diriez aussi, comme conseil? Oui, c'est ce que je osais être passionné. Après, le reste, ça s'apprend. Tout ce qui va être commercial. Alors, on a la fibre ou pas, mais c'est des choses qu'on peut apprendre. Le marketing, on peut apprendre. Mais la passion, ça s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas. Donc, c'est obligatoire d'être mené par cette flamme qui est la passion et qui nous fait avancer. Donc, c'est le conseil que je donnerais, en tous les cas, aux entrepreneurs qui veulent nous rejoindre sur notre partie. C'est être passionné, venez. Et comme disait un célèbre slogan, venez comme vous êtes. Et puis, on vous accompagnera pour le reste. On vous apportera un savoir-faire. On vous apportera un nouveau mode de vie. Et puis, on réussira ensemble. Et on vous retrouve... Oser être dirigeant et pas dirigé. C'est magnifique. Yoni Dayan va vous retrouver avec Simplicicar au Salon de l'Automobile. C'est qu'à partir de demain, vous êtes sur quel stand? Exactement. J'ai pas le nom du stand de tête. Je sais on peut nous trouver sur le site du salon. Oui, on commence. Alors demain, c'est la journée presse. C'est pour toute la presse. Par contre, à partir de mardi, on reçoit tout le monde sur le salon. Et puis on est content puisque Cocorico, les Français reviennent sur le salon. Cocorico. Et nous, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour par le stand de Simplicicar au Salon de l'Automobile à partir de mardi. Donc. Et vous, Marc Serron, on l'a bien noté, la date, le 21 février 2025 à la Philharmonie. Il y a d'autres trucs avant? Oui, il y a d'autres trucs, mais pas en France. D'accord. Le plus au niveau de la France, c'est celui-là, et un mois avant la sortie de l'album. Allez, on se requitte en musique. Et on vous embrasse. C'était excellent, Marc Serron, Yoni Dayan. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci d'être là au rendez-vous tous les dimanches à 19h. Et puis, vous pouvez nous retrouver et podcaster sur sudradio.fr. Je vous embrasse.